ASF, c'est bien sûr la remise en état de matériel, c'est l'installation des installations sportives au Maroc ou ailleurs, mais c'est aussi de l'accompagnement vers le retour vers l'emploi pour des populations franciliennes. J'allais dire, c'est l'emploi, retour à l'emploi de personnes en difficulté, environnement, on recycle du matériel usagé. Et c'est aussi de la solidarité, puisqu'en fin de vie, enfin, une fois recyclés, les équipements sont mis à disposition d'associations qui en ont besoin, soit en France, soit à l'étranger. Ce qui m'a intéressé dans ce projet-là, c'est le sens. C'est un projet qui, moi, je pense, qui est basé sur une cascade de solidarité. C'est vrai qu'on emploie pour les associations comme ASF le terme d'entrepreneurs sociaux, mais c'est vraiment le cas. Enfin, c'est des entrepreneurs qui tiennent compte de l'humain avant tout. Et je crois qu'il y a autour de ce projet un certain nombre de personnes qui y croient vraiment et qui sont prêts à lui donner toutes les chances pour réussir. J'étais séduite par le projet, et puis j'étais séduite aussi par l'ambiance qui régnait dans les ateliers d'ASF. Alors, ASF, c'est d'abord une association d'insertion sociale et professionnelle, donc ça c'est vraiment l'objet premier. C'est une association qui est très jeune, puisqu'elle a été créée il y a à peine 2 ans, en mars 2003. On est quand même sur un principe de lutte contre le gaspillage. On récupère, on reconditionne pour réutiliser le matériel, et donc on limite ainsi la production de déchets inutiles. En ça, Ateliers sans frontières est vraiment un projet au cœur du développement durable. Et on a amorcé là un partenariat pour proposer une offre globale aux entreprises, à la fois de revalorisation par ASF de matériel informatique pour l'envoyer sur les projets de solidarité, et tout ce qui est recyclage des déchets à 100%, donc les déchets ultimes, par Onyx Trial. Alors le réseau de collecte est relativement facile, hein, et heureusement c'est pas les approvisionnements qui manquent, ça c'est une source inépuisable, intarissable. Là en fait on part sur un enlèvement, on va chercher des ordinateurs chez une société qui nous a contactés pour renouveler son matériel informatique. J'ai le papier magique et voilà, c'est parti. Les ordinateurs, en général, ça va pour d'autres associations, des fois ça va en Afrique pour des écoles qui voudraient bien avoir des salles informatiques pour informatiser leur école et pour apprendre aux enfants aussi à tâter un peu à l'informatique. Voilà. Et, moi pour ma part, moi je suis content. Hein. Moi je suis content de le faire. Évidemment, c'est des dizaines et des dizaines de tonnes de matériel qui sont reconditionnés chaque année, voire chaque mois. Nous récupérons du matériel de sport et autres matériels dans des associations, administrations, que nous remettons en état pour pouvoir les commercialiser dans des pays, disons, un peu défavorisés. Remise en état, alors, point de vue sport, tout matériel de sport, aussi bien métallique que bois, que caoutchouc, genre tatami, choses comme ça. Un nouvel atelier qui vient de se créer, là, de la remise en état de fauteuils pour handicapés. Aussi un nouvel atelier qui s'est créé il y a quelques mois, remise en état d'ordinateurs. Et puis tout ce qui tourne autour de la remise en état générale de tout ce qu'on peut récupérer. Ils l'ont remis tout en état. La boulonnerie, la peinture, et éventuellement changer tout ce qui est abîmé, on le remet en état normal. Pour que d'autres jeunes qui sont loin d'ici, qui n'ont rien, qui en profitent de l'association du matériel sportif. Atiflore, c'est une association qui récupère des bouquins par des collectivités. Et donc ces bouquins sont à trier. Donc ils nous arrivent ici, on doit les trier, les répertorier, les classer, les stocker, les mettre sur palette, et on attend de partir sur un container en direction d'un pays francophone. Donc pour l'instant, ils ont découvert l'activité. C'est vrai qu'il y a pas mal d'exigences. Il faut trier, il faut jeter, réparer. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas confier à tout le monde. Il y a des gens pour qui ça va être facile, pour d'autres en apprentissage, avec le temps ils vont y arriver parce que c'est quand même sérieux. Quelque chose qui part à l'étranger pour des enfants, il faut que ça soit nickel, quoi. J'ai vu la prise de travail à ASF et je peux dire que ça m'a complètement conforté dans notre engagement. On ne peut pas se permettre d'envoyer un ordinateur qui n'est pas en état.
parce que sinon c'est l'espoir de quelqu'un qui attend son ordinateur pour pouvoir faire découvrir ça dans son école ou etc., qui est réduit entre guillemets à néant parce qu'il va recevoir un outil inutilisable. C'est d'être vigilant vraiment à tout ce que vous faites, à chaque étape, le nettoyage, le rangement, le conditionnement, le transport, les tests. Chaque étape est essentielle pour qu'à la fin, eh ben, on ait la qualité qui soit que les gamins ou que les professeurs d'école ou que les médecins attendent pour pouvoir utiliser ensuite le matériel qu'on va leur fournir. D'accord ? Pour la traçabilité des unités centrales, on le fait rentrer d'abord dans l'atelier et puis on le répertorie dans la base de données. Une fois que toutes ces données sont saisies, on travaille sur le disque dur, c'est-à-dire pour effacer toutes les données des autres entreprises qui sont sur le disque dur. Déjà, l'intérêt de remettre le matériel en état, c'est de pouvoir le commercialiser en bon état, ce qui est déjà... Et bien sûr, il est hors de question, dans la philosophie d'ASF, de dire le matériel ne convient plus aux petits occidentaux, donc on s'en fout, on envoie ça en Afrique. Et pour chacun, bon, moi je pense que les gens qui sont là, ça leur apprend, ça leur remet un petit peu le pied à l'étrier, ça leur redonne plus ou moins envie de travailler. La mise en situation de travail n'est pas forcément en lien direct avec un projet professionnel ou avec des compétences. Elle est vraiment dans une optique de mobilisation et de permettre aux personnes de se rendre compte que même si ce n'est pas le métier qu'elles veulent faire, elles ont des capacités pour faire de la soudure, ce qu'elles n'ont peut-être jamais fait, pour faire de la menuiserie, pour faire du travail sur de la réparation de matériel informatique, et de se découvrir qu'on est capable de faire des choses qu'on ignorait ou qu'on n'a jamais pratiquées ou qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais de découvrir justement qu'on a des capacités, de se remobiliser, de reprendre confiance en soi-même. J'en ai fait plusieurs quand même, parce que moi je tournais quand même, j'ai appris avec Jean-Yves Amar, avec aussi une autre personne aussi qui s'appelait Karim qui était venue. J'ai appris beaucoup de choses à la Télé Sans Frontières. Plus de 50% de notre effectif a moins de 25 ans. Et donc on va beaucoup plus insister là sur l'accès à une formation qualifiante qui est le gage d'une pérennité de son insertion. Et puis c'est pour lui donner les moyens vraiment de réussir dans la vie au-delà d'Atelier Sans Frontières et de son premier travail. À la fin de mon contrat, je suis parti. Et là encore, normalement, je dois reprendre une autre formation qui sera en partie aidée quand même par Atelier Sans Frontières. Il s'agit de formations longues, qualifiantes, c'est-à-dire qu'elles permettent l'accès aisément à un emploi. Je n'ai pas débuté ma formation, mais je dois commencer quand même dans le transport. Enfin, le transport logistique donc. Le parcours, c'est tous les jours. Que ce soit dans l'atelier, apprendre à arriver à l'heure, à respecter un règlement, effectuer un travail qui est donné, et puis à s'investir dans son projet pro. Voilà, c'est ça tout un parcours. Atelier Sans Frontières aussi m'a appris aussi à, je sais pas comment on dit ça, à mieux me connaître, à faire aujourd'hui beaucoup de trucs que je ne faisais pas dans le temps. J'ai arrêté à foutre le bordel. Dans le temps, je foutais le bordel, je parlais mal à tout le monde, je m'en foutais donc. J'ai appris à me connaître, à apprendre les gens, à savoir vivre, à apprendre aussi le défaut des autres, accepter aussi du moins mes défauts et les défauts des autres aussi. Donc, j'ouvre moi ma gueule, parce que j'ai une grande gueule. Et le monde du travail, tu peux pas te permettre d'être comme dans la cité ou actuelle. Tu peux pas. C'est pas parce qu'ils nous ont laissé foutre la merde, hein. Non, il y a des gens qui ont été renvoyés même. C'est en même temps qu'on est arrivé, ils nous ont fait savoir que voilà, c'est comme ça. Donc en donnant des bonnes bases ici, ils ne seront pas surpris outre mesure à l'extérieur, dans une société lambda, où on leur dira, le contremaître, il veut que tu arrives à l'heure, mouche tournée, dis bonjour à la dame, change-toi, on mange tous ensemble, et la convivialité, machin, on sait de le retrouver ici. Au départ, tu vois pas la relation. Mais après, quand tu es dans la vie active, tu comprends que ici c'est une pédagogie, tu comprends que c'est une pédagogie. On travaille avec beaucoup de partenaires sociaux, alors avant tout évidemment la NPE et puis les missions locales, mais également avec les commissions RMI, les associations comme Emmaüs,
qui vont repérer et identifier les besoins de la personne et le fait que le projet d'Ateliers sans frontières peut être le bon cadre pour vraiment redémarrer et retrouver ensuite à terme un emploi, une formation. Ça s'est passé, j'étais un peu, comme tout le monde, je cherchais du travail et donc j'ai rien trouvé. Donc on m'a dit qu'il y avait une association qui s'appelait Ateliers sans frontières. Et donc j'y étais et bon, j'étais recruté. On n'a aucun prérequis à l'entrée, c'est-à-dire que l'absence d'expérience professionnelle, de savoir-faire, de formation n'est absolument pas un frein. La seule chose, c'est qu'il faut quand même une motivation à vouloir avancer dans la vie et c'est ça qui va, je dirais, à chaque fois garantir ou pas la réussite du chemin que la personne va parcourir à Ateliers sans frontières. J'ai travaillé dans tout ce qui était les vélos, donc on m'a donné des responsabilités, je conduisais le camion, je faisais des livraisons, j'allais chercher. Après, j'ai fait de la peinture, j'ai posé des faux plafonds, j'ai fait un peu d'électricité. C'est pas de faire du débit de personnes, c'est aussi qu'il y ait une qualité sur le travail humain, sur la partie insertion sociale, parce que les gens sont très en difficulté quand ils arrivent, et puis qu'ils en sortent en bon état, en meilleur état, sur le plan social, psychologique, etc., pour pouvoir être mieux quand ils vont arriver dans l'emploi derrière. Je travaille à GoSport. Et je suis technicien et je monte des vélos. Ce qui était difficile, c'est de reprendre le travail. Ici, c'est encore c'est un point de chute, c'est pas définitif. En moyenne, sur des personnes qu'on suit après la sortie, entre 3 et 6 mois, c'est 2 personnes sur 3 qui retrouvent un emploi ou une formation qualifiante. A priori, on est vraiment sur un pont entre les problématiques du Nord et les problématiques du Sud. L'équipe est en train de se renforcer avec un nouveau collaborateur marocain. L'objectif à terme, c'est que peut-être au Maroc, mais pourquoi pas en Afrique du Sud, au Sénégal, il y ait des ateliers qui soient spécialisés dans le reconditionnement et la maintenance du matériel que nous, on pourrait leur adresser. Moi, je m'occupe de faire le lien en fait, entre les projets locaux et les porteurs de projets locaux au Maroc et l'association Ateliers sans frontières, et mettre en place en fait des partenariats pour réaliser des projets de développement et d'intégration sociale en utilisant le matériel informatique sportif qu'on rénove en fait, qu'on récupère et qu'on remet à neuf au sein de l'atelier. Je pense que ouais, globalement on commence maintenant à avoir une certaine expérience. Déjà on travaille avec des partenaires sur le terrain qu'on connaît bien et donc qui nous font remonter des réels besoins et puis des choses qui répondent justement aux attentes de la population locale. Donc on part jamais en terrain inconnu et puis on part toujours en sachant que notre action sera utile. La solidarité internationale donne du sens à un projet d'insertion et puis les gars qui participent sur les chantiers apportent aussi énormément sur leur façon de voir et puis sur le travail proprement dit à nos partenaires du Sud. Chantier international à Ateliers sans frontières, pour moi c'est un pont entre l'insertion et ou la mobilisation en France de jeunes ou de moins jeunes qui sont dans une situation difficile et des populations ou des enfants, souvent, dans les pays en développement qui eux aussi sont dans une situation qui n'est pas toujours facile. Il y a une solidarité nationale au profit d'une solidarité internationale. Et ce qui fait que des gens qui sont en situation d'insertion, on leur propose un travail qui, y compris pour eux, peut avoir du sens. Toute cette activité d'atelier, elle est partie intégrante d'un projet derrière qui est lui-même mobilisateur, c'est-à-dire de préparer des matériels pour être implantés sur des pays étrangers pour des publics qui sont eux-mêmes souvent démunis, voire plus démunis qu'eux-mêmes. Parce que c'est vrai que tous ces chantiers-là sont parfois un petit peu fous. Quand on annonce la première réunion, on va partir au Sénégal dans un bidonville pour retaper des terrains de sport. Personne se disent mais non, c'est pas possible. Et en fait quand on revient, bah si, on a réussi à aller jusqu'au bout de ces projets. Et c'est des projets qui sont ponctuels, mais c'est des projets, ça donne aussi confiance pour la suite, pour après construire aussi son projet de vie. Bon, on est parti au Maroc au mois de fin mai. On a effectué une base mobile là-haut. Et on a fait des catamarans, on a fait des cabotis, on a mis 16 000 vis pour les visser. On avait apporté des affaires sportives pour les jeunes, des cahiers pour les jeunes, des cahiers d'école pour les jeunes, des gosses quoi. C'est des gosses. C'était parce que c'était une prison qu'on était. C'était une prison pour enfants.
au Maroc. J'ai participé au chantier Sénégal l'année dernière. C'était la première fois que je participais à une action de solidarité. J'ai découvert cet univers quelque part. Au départ avec un peu d'appréhension, mais on fait les choses bien ici, à savoir qu'on prépare les gens. Parce que quand on part en chantier, il y a tout un tas de choses qu'il faut penser, choc culturel, énormément de choses. En termes de dynamique, c'est 3 semaines exceptionnelles à chaque fois. C'est ça que nous, on n'arrive pas forcément à comprendre, parce qu'on n'y est pas toute l'année dans les assos locales. Mais quand on arrive, c'est 3 semaines qui sont complètement différentes. À Calcutta, je suis parti 2 fois à Calcutta. On a été visiter tous les foyers des jeunes, des gosses qui sont dans la rue. On appelle ça les intouchables. On dit les intouchables, c'est pour qu'on ne peut pas les toucher. C'est qu'on peut... enfin, ça va peut-être choquer les gens, mais pour eux là-haut, c'est de la merde, c'est moins que rien. C'est le projet qu'on devait faire en Inde, avec une association qui s'appelle là-bas Achalayam. Quand on était parti construire un terrain de foot, un aire de jeu et un toboggan, tout ça, à des tranchées, c'était difficile. Ici en France, j'ai vu des tranchées, mais c'était avec des pelleteuses, tout ça. Mais là-bas, c'était avec la pelle, donc c'était dur. Mais c'était formidable. Il y avait les enfants qui étaient là, qui nous aidaient, tout ça. Franchement, c'était merveilleux. Et eux aussi, ça change leurs conditions de vie et leur regard face à leur vie de tous les jours. Ils redeviennent des enfants quelque part. Et ça, je vous assure que ça, c'est très valorisant personnellement. De voir qu'on est capable, malgré nos difficultés, d'aller aider d'autres qui sont encore pires que nous, ça nous remet un peu de baume au cœur, un peu de courage, et puis ça va mieux tout de suite. On est parti, il y avait 3 foyers, il y avait 2 foyers pour les garçons et 1 foyer pour les filles. Il y avait environ 25 filles et une 40aine de garçons. Nous, ce qu'on aimerait, c'est repartir cet été et pour monter une bibliothèque, ludothèque dans les locaux à Sonnedin. Voilà. Des choses comme ça, j'espère qu'on ne sera pas les seuls à en vivre et à en faire. Merci beaucoup. Se rencontrer des gens qui connaissent leurs difficultés ici et puis des personnes qui ont aussi dans d'autres contextes en Inde, au Kosovo ou au Maroc des problématiques qui sont parfois différentes, et ça a fait un sacré mélange et souvent assez efficace pour résoudre les problèmes des uns et des autres. Je ne sais pas si c'est pas le projet qui dépasse un peu tout le monde, tellement le projet est bien. Les gens d'ASF sont un peu des héros. C'est vrai, ce sont vraiment des héros d'aujourd'hui. C'est eux particulièrement, probablement tous ceux qui font de l'insertion, mais eux parce qu'ils le font en ayant un projet pensé. On sent tout de suite, il y a une âme dans ce projet. Les gens se font confiance, il y a une vraie communion, et ça c'est une force aussi. Sur les valeurs, je dirais que ça produit un peu de la solidarité au carré, c'est-à-dire à la fois de la solidarité en proximité et de la solidarité internationale. On est bien sur cette double logique. C'est vraiment un réel échange de compétences et pour l'environnement, pour la solidarité et pour l'emploi. Ateliers sans frontières, c'est une machine à fabriquer du bonheur. Que ce soit pour les personnes qui travaillent au sein des ateliers, que ce soit pour ces mêmes personnes lorsqu'elles vont sur place dans des pays en développement pour développer des projets humanitaires, ou que ce soit pour les personnes à qui ces projets sont destinés. C'est une aventure humaine, c'est une aventure sociale, c'est une aventure économique. Et puis c'est une aventure d'amitié, je crois.
L'équipe d'Ateliers sans frontières dédie ce film à Jean-Yves, notre chef d'atelier décédé le 10 avril 2005. Présent dès l'origine du projet, son professionnalisme et son dévouement sans limite auront permis à chacun d'entre nous de grandir un peu et à Ateliers sans frontières de prendre son envol. Il était d'ailleurs un paravent en ferraille, quoi. Et je lui dis, tu tires la tôle, comme ça, et moi je vais mettre le sergent, puis je serre. Puis je continue à parler à quelqu'un, puis je tire au sergent. Il était sourd-muet, donc je l'entendais pas gueuler. D'un seul coup, je le voyais resserrer avec sa tête, il était tout rouge, il fait tut. Oh, je regarde, je vois sa main qui avait été prise avec le serre-joint, et je continuais de serrer comme une mule, il faisait tut. Je l'ai enlevé, bam. Et une fois, on l'a oublié aussi en haut d'un mur d'escalade. Il tenait le mur d'escalade comme ça. Puis j'étais parti vaquer à d'autres occupations. Et puis au bout de 10 minutes, il y en a un qui regarde, il dit, regarde, il est tout rouge Alain là-haut. Il tenait le mur, je l'avais oublié. Alors le truc, il faisait 100 kilos, moi. Hein. C'est un ancien champion de France de boxe, c'était un costaud là. Mais... J'ai pas de gants? Ateliers sans frontières, bonjour. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? À bout, donc tu fais 20 heures, hop, tu commences jeudi 18, voilà, donc là t'étais pas là, hop. Non, j'ai aucune idée, je sais pas du tout quand est-ce qu'on est parti. Il y a 3 semaines. On est parti 3 semaines au Sénégal. On était en mission humanitaire pour les enfants talibés. Pour moi, ça a été ma première expérience. Ma première expérience de chantier humanitaire, quoi. C'était la première fois que j'allais en Afrique noire, ouais. C'était une expérience, franchement, que je renouvellerai. Ah oui, on a appris beaucoup de choses, bien sûr. Rien que voir les gens, rien que le niveau de vie déjà, rien que voir un autre pays, déjà, ça change complètement. C'est un autre monde. On est tous des gens différents, avec des problèmes différents. Vachement hétérogènes comme groupe, mais on s'est tous